mon cousin, l'enfant chéri, a tout eu. Mais à Noël, quand il a appris pour ma société à 25 €, il a explosé. Mon oncle a jeté son verre, mon cousin a claqué la porte t'es ma mère. La jalousie a détruit notre famille. Si vous rencontrez un jour mon cousin Bastien, vous l'adorerez probablement. Ou du moins, vous le penserez jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. C'est le genre de type qui entre dans une pièce comme si elle lui appartenait, qui cite des noms connus comme s'il jetait des pièces de monnaie, et qui, d'une manière ou d'une autre, finit toujours sous les feux des projecteurs, même quand personne ne l'y a invité. En grandissant, il était cet enfant. Celui qui avait le dernier iPhone avant même que le reste d'entre nous ne sache qu'un nouveau modèle allait sortir. Celui qui n'était jamais puni parce qu'il avait du potentiel. Celui dont les erreurs n'étaient que de l'ambition de jeunesse, alors que les miennes étaient un manque de jugement. Ouais, ce genre de cousin. Je m'appelle Romain. J'ai 33 ans maintenant. Mais tout a commencé quand j'avais environ 7 ans. J'étais assis à la table des enfants pendant le dîner de Noël, pendant que Bastien se vantait du nouveau karting que son père venait de lui offrir, juste comme ça. Je me souviens encore de la purée de marron sur mon assiette qui ressemblait à du sang quand je la piquais trop fort avec ma fourchette en plastique. Je détestais la façon dont tout le monde riait de bon cœur alors qu'il énumérait tout ce qu'il avait reçu ce mois-là comme s'il s'agissait d'un décret royal, mais je n'ai rien dit. Pas à ce moment-là. Bastien était le fils unique de la sœur aînée de ma mère, ce qui, dans notre famille élargie, faisait de lui le prince héritier. Tante Lydie était l'une de ces matriarches de banlieue chic qui s'habillaient comme si chaque événement était un gala de charité et parlait avec la cadence lente et délibérée de quelqu'un habitué à ce que les gens boivent ses paroles. Elle a épousé oncle Grégoire, un avocat avec assez de bagou pour mettre un serpent mal à l'aise. À eux deux, ils ont créé Bastien, l'enfant chéri. Pendant ce temps, ma mère m'a élevé seul après que mon père a fichu le camp avant ma naissance. Nous n'avions pas grand-chose. Les vêtements de seconde main, les livres de la bibliothèque municipale et les rêves d'occasion étaient notre monnaie d'échange. Mais nous avions de la ténacité, et nous avions l'un l'autre. Pourtant, chaque événement familial était un rappel que nous étions à peine tolérés, comme des invités qui s'incrustent. Tante Lydie oubliait toujours de nous informer du code vestimentaire. Oncle Grégoire faisait des petites remarques sur la difficulté de s'en sortir avec un seul salaire. Et Bastien, lui, avait perfectionné l'art du compliment empoisonné dès le collège. Oh, sympa tes chaussures, Romain. C'est du vintage. Au lycée, le fossé entre nous n'était plus seulement financier. C'était tout. Il était capitaine de l'équipe de débat. Ses parents lui ont acheté une BMW neuve pour ses 18 ans. Et il avait un coach pour ses admissions post-bac dès la seconde. Pendant ce temps, je retournais des burgers après les cours, essayant d'économiser pour une vieille Clio de 2002 que j'avais repérée dans le jardin d'un voisin. Je ne le détestais pas exactement. C'était plus compliqué que ça. J'en voulais à ce qu'il représentait, à ce qu'on lui donnait, à ce pourquoi je devais me battre bec et ongles. Noël est devenu un rituel d'endurance. Ma mère préparait son fameux gratin de haricots verts et sa bûche aux noix de pécan, enfilait son plus beau pull de chez Monoprix, et souriait à travers les piques passives-agressives. Je lui demandais souvent pourquoi nous y allions encore, et elle répondait simplement, parce que la famille, c'est la famille. Et parfois, le simple fait d'être présent est la meilleure des revanches. Je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, si. L'année dernière, cependant, ce fut le Noël qui a tout changé. Mais avant d'en arriver là, vous devez comprendre comment j'ai passé la dernière décennie. Pendant que Bastien partait pour une grande école de commerce, collectionnait les contacts LinkedIn comme des cartes Pokémon, et commençait à travailler pour les amis de son père dans le conseil, j'ai gardé la tête baissée. Je ne postais pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Je n'allais pas aux réunions d'anciens élèves. Je n'ai dit à personne, à part ma mère, ce que j'étais en train de construire. De l'extérieur, j'étais juste le cousin tranquille qui travaillait probablement dans l'informatique ou quelque chose du genre. Personne ne demandait. Personne ne s'en souciait. En coulisses, j'avais travaillé d'arrache-pied. J'ai appris à coder par moi-même pendant mes études parce que je ne pouvais pas me payer de cours supplémentaires. J'ai fait du freelancing comme si ma vie en dépendait. J'ai noué des contacts, lancé des produits, échoué, relancé, échoué à nouveau, et j'ai continué. J'ai créé ma propre entreprise de logiciels à 25 ans, réuni un financement de départ en pitchant dans des soirées open mic,
et vécu de nouilles instantanées et de ténacité. Et après des années de rejet quasi constant et de nuits blanches, j'ai finalement eu une percée. Puis une autre, et encore une autre. L'effet boule de neige. À 32 ans, j'avais 3 équipes sur 2 continents, un directeur technique en qui j'avais une confiance aveugle, et une valorisation qui avoisinait les 25 millions d'euros. Mais je n'ai toujours rien dit à la famille. Il ne s'agissait pas de me cacher. Il s'agissait de préserver la paix. Sauf que la paix n'a jamais été une option là où Bastien était impliqué. Cette année, le dîner de Noël se tenait dans la grande maison de tante Lydie, comme toujours. Les mêmes plans de travail en granit, la même argenterie méticuleusement polie, et le même sourire suffisant de Bastien alors qu'il s'appuyait contre l'îlot de la cuisine. Faisant tourner un verre de vin hors de prix comme s'il était l'animateur d'une émission de télé-réalité sur les parents insupportables. « Oh, salut Romain », dit-il quand je suis entré, comme si j'étais arrivé là par hasard. « Tu habites toujours en ville ? Tu fais toujours ton petit truc dans la tech ?» J'ai souri. « Ouais, toujours. » « C'est bien, mec. La persévérance, c'est la clé. Même si le gain n'est pas énorme, au moins tu es ton propre patron, non ? » J'ai hoché la tête. Il a eu un sourire narquois. Nous avons échangé des banalités. Enfin, il a parlé. J'ai écouté ses histoires sur sa nouvelle Audi, son week-end à Deauville, la fille qu'il fréquentait qui était mannequin à temps partiel, mais pas le genre bas de gamme d'Instagram. Je n'ai pas dit grand-chose, je l'ai laissé divaguer. Il a toujours aimé le son de sa propre voix. De temps en temps, il glissait des commentaires qui atterrissaient comme des piqûres de moustiques. Agaçants, faciles à ignorer, mais qui s'accumulaient rapidement. Tante Lydie a appelé tout le monde à table. Le plan de table était, comme toujours, suspicieusement stratégique. Bastien en bout de table, tante Lydie à sa droite. Ma mère et moi, coincés sur le côté comme des invités décoratifs. On a fait passer les plats, échangé des politesses. Et juste au moment où j'allais me servir en farce, Bastien a lancé la première vraie pique. « Alors Romain », dit-il assez fort pour que même les cousins au bout de la table interrompent leur conversation. « Tu penses parfois à faire quelque chose de plus stable ? Tu sais, un vrai travail, avec des avantages. » Il y eut un silence. La fourchette de ma mère est restée suspendue en l'air. « Je m'en sors bien, dis-je prudemment. »« Oui, mais tu as quoi, la trentaine passée ? Sans vouloir t'offenser, mais à un moment donné, le rêve de start-up, ça devient un peu. » Il laissa sa phrase en suspens avec un haussement d'épaule et un sourire d'excuse. « C'est juste pour ton bien, mec. » Tante Lydie gloussa. « Il a toujours été un grand rêveur, notre Romain. Mais c'est bien d'avoir une passion, même si ça ne paie pas toujours. » La purée de marron dans mon assiette ressemblait de nouveau à du sang. J'ai souri. À peine. Merci de vous inquiéter, mais je ne suis pas trop inquiet. Oncle Grégoire intervint. Tu vis toujours dans ce vieil appartement pour lequel ta mère t'a aidé il y a quelques années. Elle ne m'a pas aidé, dis-je plus sèchement que je ne le voulais. Je l'ai payé moi-même. Il haussa les sourcils, mais Bastien intervint avant que la tension ne puisse s'installer. Tu sais ce que tu devrais faire, dit-il, les yeux brillants d'un faux enthousiasme. Prendre des cours de commerce. Trouver un mentor. Je pourrais te présenter à certains de mes potes de promo. Ils cherchent toujours des assistants ou des développeurs juniors. Merci, dis-je. Mais ça va. C'est là qu'il a ri. Vraiment ri. Allez, mec. Sois réaliste. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. On est en famille. Quelque chose a vacillé en moi. Pas de la colère. Pas encore. Mais une sorte de prise de conscience. Un compte à rebours qui commençait dans mon esprit. Il a continué à parler de sa prime à 6 chiffres, de son portefeuille d'investissement, de la maison de plage qu'il envisageait pour le premier trimestre. Il a lâché des termes comme « actifs sous gestion » et « holdings diversifiés », comme s'il s'agissait d'assaisonnement pour la dinde. Et pendant tout ce temps, ma mère est restée silencieuse. Elle a continué à manger, à sourire. Je savais ce qu'elle pensait. Je savais qu'elle voulait que je laisse tomber. Mais quelque chose ce soir-là, peut-être le vin, peut-être les années à me taire, peut-être juste l'arrogance pure dans la voix de Bastien, m'a fait marquer une pause.
Parce que j'avais un secret. Un que je n'avais dit à aucun d'entre eux. Un qui changerait tout si je le lâchais au milieu de ce dîner parfaitement orchestré comme une grenade. J'ai regardé Bastien de l'autre côté de la table, toujours en train de pérorer, toujours suffisant, et j'ai souri. J'en avais fini de me taire. Mais je n'ai pas encore parlé. Pas tout de suite. D'abord, je voulais m'assurer qu'ils écoutaient vraiment. Et le moment est arrivé plus vite que je ne l'attendais. Bastien a toujours eu cette façon de transformer une conversation normale en spectacle. Chaque phrase était une mise en scène, chaque détail une vantardise déguisée, et chaque compliment une pique voilée. Après des années à l'entendre, on pourrait croire que j'étais immunisé. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce n'était pas seulement la façon dont il me regardait, comme si j'étais toujours ce gamin maigrichon mangeant dans l'assiette ébréchée à la table pliante. C'était la façon dont tout le monde le regardait, admiratif, indulgent, comme un animal de compagnie favori faisant un de ses tours. Il était à mi-chemin d'une histoire sur une fête sur un yacht à Saint-Tropez, le genre où on ne poste pas de photos, si tu vois ce que je veux dire, quand tante Lydie l'interrompit. Bastien, chéri, tu leur as parlé de la Mercedes. Il eut un sourire narquois, s'essuya la bouche avec sa serviette comme un membre de la royauté dépravée, et se pencha en arrière sur sa chaise. Ah oui. Ouais, j'ai eu la AMG le mois dernier. Elle n'est même pas encore sortie en France. Un de mes clients a fait jouer ses relations. Quelqu'un au bout de la table siffla. Mon oncle gloussa. C'est mon fils, dit-il en levant son verre. Pendant ce temps, ma mère était assise en face de moi, coupant sa dinde en petits morceaux réguliers comme si cela pouvait empêcher ses mains de trembler. Elle détestait ces conversations, surtout quand elles se transformaient en une parade de tout ce que Bastien avait et que je n'étais pas censé avoir. Non pas qu'elle ait dit quoi que ce soit. Elle ne le faisait jamais. C'était sa manière à elle. Endurer avec grâce. Mais ce n'était pas de la grâce. C'était autre chose. C'était de l'humiliation enveloppée dans des serviettes en lin et servie avec de la purée de patates douces et des sourires suffisants. Et toi, Romain, demanda Bastien, se tournant vers moi avec une curiosité théâtrale. Toujours dans le codage. J'ai bu une gorgée d'eau. Je dirige toujours mon entreprise. Ouais. Ah, d'accord. Il pencha la tête. Freelance ou produit? Ça c'est intégration API. Plateformes évolutives. Il cligna des yeux. Puis il regarda autour de la table comme si je venais de réciter une incantation en latin. Mec, tu as toujours été le technicien. Tante Lydie eut un rire poli, comme si j'avais fait une blague. Puis, le moment que je n'avais pas vu venir a frappé comme une gifle. En fait, dit-elle en se tournant vers ma mère avec la voix de quelqu'un qui commande des échantillons de papier peint. Linda, tu te souviens de Catherine Cavana? Son fils travaille pour Amazon maintenant. CDI, stock option. Tu dois être si fier de Romain. Ma mère leva les yeux, confuse. Puis elle eut un sourire pincé. C'est bien. Mais Romain se débrouille très bien tout seul. Tante Lydie agita la main. Oh, bien sûr. C'est juste agréable de voir des jeunes trouver quelque chose de sûr de nos jours. J'ai serré la mâchoire. Sûr. Encore ce mot. Comme si j'étais une bombe à retardement d'opportunités manquées et de mauvaises décisions. Comme si je ne savais pas ce que je faisais de ma vie. Comme si tout ce que j'avais construit n'était qu'un projet parallèle que j'abandonnerais en grandissant. Bastien a saisi la perche. En fait, maman, en parlant de stabilité, je voulais te demander quelque chose, Romain. Il se pencha en avant, les coudes sur la table, la voix prenant un ton faussement sincère. Tu as déjà pensé à vendre? Je connais des investisseurs qui rachètent des micro-entreprises comme la tienne. Tu pourrais en tirer, je ne sais pas, 6 chiffres, peut-être un petit million si tu joues bien tes cartes. Ma mère me regarda, l'inquiétude se lisant sur son visage. J'ai pris une profonde inspiration. Nous avons dépassé les 20 millions d'euros de revenus annuels récurrents au dernier trimestre. Silence. Le genre de silence qui tombe lourdement et se brise en une douzaine de regards confus. Même le cliquetis des couverts s'est arrêté. Bastien cligna des yeux. Pardon, quoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Revenus annuels récurrents de plus de 20 millions.
Nous avons clôturé une levée de fonds de série B il y a 6 mois. Oncle Grégoire eut un rire bref et sec. Tu plaisantes. J'ai secoué la tête. Non. Nous sommes valorisés juste en dessous de 25 millions en ce moment. On prévoit une sortie dans les 18 prochains mois. Un autre silence. Tante Lydie avait l'air de s'être fait gifler avec une cuisse de dinde froide. La bouche de Bastien s'ouvrit puis se referma. Ma mère me fixait avec de grands yeux. Tu ne m'avais jamais dit ça. J'ai haussé les épaules. Je ne pensais pas que quelqu'un voulait entendre parler de mon petit truc dans la tech. Bastien ricana. C'est. Allez, mec. Ce n'est pas comme ça que les valorisations fonctionnent. Il te faudrait quoi? Des équipes, des bureaux, un service juridique, comptable. Nous avons tout ça, dis-je calmement. Externaliser les premières années, puis internaliser. 3 bureaux maintenant. Amsterdam, Austin et Singapour. 48 employés à temps plein, 39 contractuels. Il se pencha en arrière, son sourire narquois tressaillant comme s'il voulait s'effondrer en quelque chose de moins joli. Donc, tu dis que tu es assis sur 25 millions. Je dis que l'entreprise l'est. Je me paie un salaire modeste. La plupart est en action. Tante Lydie, béni soit son âme glaciale, se reprit la première. Eh bien, dit-elle en attrapant le vin. Ça alors. Mais l'ambiance avait changé. On pouvait le sentir, comme si quelqu'un avait coupé le courant, et maintenant toutes les façades brillantes s'assombrissaient. Personne ne savait vraiment quoi dire, sauf Bastien. Il se leva, fit le tour de la table et me tapa dans le dos comme si nous étions des frères de confrérie. Eh ben, cousin, dit-il fort. Je suppose que je t'ai sous-estimé. J'ai souri, mais ça n'a pas atteint mes yeux. Je suppose. Cela aurait dû être la fin. Un changement net, une nouvelle dynamique, peut-être même un peu de respect. Mais Bastien n'était pas fait pour ça. Et tante Lydie non plus. L'ambiance au dîner ne s'est pas améliorée. Le dessert fut étrangement silencieux. Bastien essaya de revenir en terrain connu. Tu as déjà rencontré Xavier Niel? Tu devrais lui parler. Mais sa voix sonnait cassante, comme quelqu'un qui essaie de garder l'équilibre sur une plaque de glace fissurée. Tante Lydie, quant à elle, a tenu à mentionner que le nouvel appartement de Bastien avait des sols en marbre chauffant et du carrelage Versace dans la salle de bain, ce qui ressemblait à l'équivalent verbal de lancer une bombe à paillettes en espérant que nous serions tous impressionnés. Nous ne l'étions pas. Alors que les gens commençaient à partir, ma mère et moi avons aidé à débarrasser. Elle n'a pas dit grand-chose, m'a juste fait un petit signe de tête qui en disait plus que des mots. Mais alors que j'apportais le dernier plateau de la salle à manger, je l'ai entendu. Je veux dire, qui cache une chose pareille à sa famille? La voix de tante Lydie, aiguë et chuchotée à travers des dents serrées. C'est trompeur, manipulateur. Il essaie juste de se la péter, marmonna Bastien. Il a probablement inventé la moitié. Je me suis arrêté derrière le mur, hors de vue. Tu sais, il copiait mes devoirs au collège, ajouta Bastien. Je te jure, maman. Ce type est un imposteur. Mes mains se sont crispées sur le plateau. Il a toujours été comme ça, répondit tante Lydie, tapie dans l'ombre, attendant de faire une scène. Regarde ce soir. Le jour de Noël, de tous les jours. Et qu'est-ce qu'il fait? Il balance un chiffre comme ça devant tout le monde. Tout le monde. C'est de mauvais goût, inutile, et franchement, je n'y crois pas. Une pause. Ça aurait dû être Bastien, murmura-t-elle. C'est lui qui a les vrais contacts. C'est là que je suis entré dans la pièce. Ils se sont figés comme des acteurs pris hors de leur rôle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. Je les ai juste regardés tous les deux dans les yeux. Je l'ai construit à partir de rien, dis-je calmement. Pas de fonds fiduciaires, pas de contact, pas d'aide. Et la seule raison pour laquelle je n'ai jamais rien dit avant ce soir, c'est parce que j'essayais de protéger ça. J'ai fait un geste autour de la pièce. Cette illusion de famille. Bastien ouvrit la bouche, mais j'ai continué. Je pensais que peut-être, si je restais silencieux assez longtemps, vous cesseriez de me voir comme le gamin pauvre dans son coin. Mais maintenant je comprends. Il ne s'agissait jamais de moi.
Il s'agissait de garder Bastien sur son piédestal. Tante Lydie se redressa. Romain, ce n'est pas juste. Non, dis-je, ce qui n'est pas juste, c'est de voir ma mère supporter 20 ans de votre condescendance. De vous entendre vous moquer de nos vêtements, de nos métiers, de nos vies, tout en prétendant que c'est pour rire. Ça se termine ce soir. Je me suis tourné pour partir, mais Bastien a marmonné, ça sent toujours le coup de chance. Je me suis arrêté. Pardon ? Il haussa les épaules. N'importe qui peut avoir de la chance. Ça ne te rend pas spécial. Je l'ai fixé. Vraiment fixé. Et à ce moment-là, je l'ai vu. La fissure. L'insécurité sous tout le vernis. Parce que la vérité, c'est qu'il avait besoin de croire que c'était de la chance. Il le devait. Sinon, il devrait faire face à ce que j'avais accompli avec rien, alors qu'il s'était laissé porter partout. Tu sais quoi, dis-je, je te ferai visiter le bureau la semaine prochaine. Peut-être que le voir de près t'aidera. Il a ri, mais c'était un rire creux. Je suis sérieux, dis-je en m'approchant. Je te laisserai même pitcher. On recrute des stagiaires. Son sourire narquois a disparu. Et c'est à ce moment-là qu'oncle Grégoire est entré, un verre à la main, et a dit, que se passe-t-il ici ? Ma mère est arrivée juste derrière lui. Puis, comme si l'univers voulait graver ce moment dans l'histoire de la famille, Bastien a craqué. Vous savez quoi ? Je me casse. Il est sorti en trombe. Vraiment en trombe, a attrapé son manteau, a claqué la porte. Tout le monde dans le salon nous a dévisagés. Et tante Lydie, elle s'est tournée vers ma mère et a dit, voilà pourquoi on ne mélange pas l'ambition avec l'insécurité. Puis oncle Grégoire a jeté son verre par terre et a marmonné, incroyable. Tout le monde nous regardait maintenant. Ma mère m'a pris la main. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que nous avions franchi une ligne qui ne pouvait être effacée. Le trajet du retour ce soir-là fut silencieux. Trop silencieux. Maman n'a rien dit au début. Elle regardait par la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, son expression illisible. Le seul son était le doux ronronnement de la voiture et le crissement occasionnel des feuilles sous les pneus alors que nous tournions dans les rues sombres menant à notre quartier. Je voulais dire quelque chose, m'excuser peut-être, ou expliquer pourquoi j'avais finalement parlé après toutes ces années de silence. Mais une partie de moi ne pouvait pas dire si elle était en colère ou juste fatiguée. Fatiguée d'endurer. Fatiguée de retenir sa respiration pendant 2 décennies chaque fois que nous entrions dans cette grande maison comme si nous n'étions pas à notre place. Fatiguée de prétendre que nous étions juste reconnaissants d'être inclus. Quand nous nous sommes finalement garés dans l'allée, elle a parlé si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. Tu n'étais pas obligé de faire ça. J'ai coupé le moteur. Je sais. Elle m'a regardé. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient humides. Mais je suis contente que tu l'aies fait. Nous sommes restés assis là un moment de plus. Puis elle est sortie et est entrée dans la maison, ne portant que le plat à tarte qu'elle avait préparé plus tôt dans la journée, intact, bien sûr. Personne n'y avait même jeté un œil. Pas avec les options de dessert bio, importés et fouettés à la main de tante Lydie, disposés comme une vitrine de pâtisserie. Je l'ai suivie à l'intérieur, j'ai fermé la porte et je suis resté dans le couloir sombre une seconde, ne sachant pas quoi faire de l'étrange mélange de colère et de tristesse qui s'installait dans ma poitrine. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était même pas de la satisfaction. C'était un deuil. Pourquoi ? Je n'étais pas sûr. L'illusion de la famille, peut-être. Les années que j'ai passées à espérer qu'un jour je serais l'un d'entre eux. Je pensais que le succès comblerait le fossé. Il s'est avéré qu'il ne faisait que l'élargir. Les jours qui ont suivi ont été tendus, mais pas pour les raisons que j'attendais. Bastien ne m'a pas contacté. Tante Lydie non plus. Pas même un message à moitié sincère du genre, parlons-en, ou un appel téléphonique de façade pour essayer de recoller les morceaux. Au lieu de cela, le silence s'est étiré, fort, délibéré et lourd. Puis sont venues les rumeurs. Ça a commencé avec un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des mois qui m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation de groupe. Un des amis de Bastien avait apparemment commencé à faire circuler une histoire selon laquelle j'avais falsifié la valorisation de mon entreprise. Un autre disait que j'avais acheté de faux followers et des bots pour gonfler ma présence sur LinkedIn.
quelqu'un d'autre a prétendu que je faisais l'objet d'une enquête pour fraude, bien que personne ne puisse expliquer par qui. J'ai ri au début. Vraiment, parce que c'était si transparent. Mais ensuite, les rumeurs ont commencé à s'infiltrer dans mon monde professionnel. Un ancien collègue m'a envoyé un email. Et mec, on m'a transféré un message bizarre affirmant que ton entreprise n'est pas légitime. Tu devrais peut-être regarder ça. Un investisseur m'a contacté. Juste pour confirmer. Tout est en règle, n'est-ce pas? On entend des bruits de couloir. C'est là que j'ai arrêté de rire. J'ai lancé un audit interne. J'ai fait vérifier 3 fois toute notre documentation par le service juridique. Les relations publiques ont rédigé une réponse officielle au cas où quelque chose serait repris par les médias. Ce n'est pas arrivé. Mais l'effort nécessaire juste pour devancer un mensonge était épuisant. Je n'avais même pas besoin de preuves pour savoir d'où ça venait. Le timing, le langage, le ton, tout criait Bastien. Il n'avait peut-être pas tapé les mots lui-même, mais je n'avais aucun doute qu'il avait donné le feu vert à quelqu'un pour me salir discrètement depuis l'ombre. Le truc, c'est que quand on grandit avec des gens comme Bastien, on apprend comment ils fonctionnent. Ils ne confrontent pas. Ils corrodent lentement, subtilement, juste assez pour semer le doute, juste assez pour vous faire paraître instable ou indigne de confiance sans jamais se salir les mains. Et pendant un certain temps, ça a marché. Nous avons perdu un contrat de partenariat, un gros. Un client que nous courtisions depuis près d'1 an est soudainement devenu froid. Aucune explication, aucun suivi, juste un silence radio. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Je me souviens être assis seul dans mon appartement, mon vrai appartement, celui que personne dans la famille n'avait jamais vu, avec les lumières de la ville brillant à travers la fenêtre et mon ordinateur portable ouvert, affichant un brouillon de mail vide. Je l'ai regardé pendant près d'1 heure, en pensant, est-ce que je rends ça public? Est-ce que je le dénonce? Est-ce que je publie nos finances, montre les chiffres, les noms? Mais au fond de moi, je savais autre chose. C'est ce qu'il ferait, lui. Il ferait du bruit, du désordre, en ferait un spectacle. Mais je n'étais pas lui. J'étais autre chose. Alors, j'ai supprimé le brouillon et j'ai tout recommencé. Pas l'entreprise. Nous étions solides même avec le bruit. Mais moi, mon état d'esprit, mon estime de moi. J'ai fait une pause sur les réseaux sociaux, supprimé l'application LinkedIn de mon téléphone. J'ai arrêté de rafraîchir mes emails comme s'ils détenaient la clé de ma santé mentale. J'ai fait de longues promenades sans mes écouteurs, repris contact avec d'anciens mentors, non pas pour réseauter, mais juste pour parler. J'ai passé plus de temps avec ma mère. Je l'ai aidée avec son jardin. J'ai préparé le dîner sans vérifier Slack toutes les 10 minutes. Lentement, j'ai retrouvé la version de moi-même que j'aimais. Pas celle qui courait après l'approbation. Pas celle qui rivalisait discrètement avec un cousin qui n'avait jamais joué franc jeu. Juste moi. Je dirigeais toujours l'entreprise, bien sûr. Mais j'ai arrêté de la laisser me définir. J'ai commencé à travailler sur un nouveau produit en secret, quelque chose de plus petit, de plus personnel. Une plateforme pour aider les entrepreneurs de première génération à accéder à des outils et à du mentorat sans payer des milliers d'euros pour des webinaires ou des formations intensives. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas levé de fonds. Je l'ai juste construit. Les soirs, les week-ends, entre les réunions. Discrètement, comme on plante des graines que personne d'autre ne peut voir. Un jour, ma mère est entrée dans mon bureau à domicile avec 2 tasses de thé et a dit « Tu as l'air plus léger ». J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Plus léger? Elle a hoché la tête. Comme si tu ne portais plus autant de poids. J'y ai réfléchi. Peut-être que je porte juste des choses différentes maintenant. Elle a souri. Bien. Laisse Bastien porter le reste. Le fait est que je n'avais pas prononcé son nom depuis cette nuit-là. Elle non plus. Pas une seule fois. C'était comme si nous avions tous les deux convenu, sans le dire, qu'il n'avait plus de place dans nos têtes. Mais la vie, bien sûr, avait d'autres plans. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une invitation. Un vrai carton d'invitation, papier épais, lettres en relief. Fête de fiançailles. Bastien et Aline. Organisée dans un vignoble privé. Tenue de soirée exigée. J'ai cligné des yeux.
Aline. Ce nom me disait quelque chose. Et puis je me suis souvenu. C'était la fille dont Bastien s'était vanté au dernier Noël. La mannequin à temps partiel, chic mais pas snob, avait-il dit, c'est être un bel accessoire et tenir une conversation. J'ai jeté l'invitation sur mon bureau et n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à ce que le deuxième carton arrive quelques semaines plus tard. Nous serions ravis de te voir là-bas, cousin. Mettons le passé derrière nous. Bastien. Écrit à la main. Je l'ai regardé pendant un long moment, parce que quelque chose dans le ton semblait faux, trop empressé, trop poli. J'ai vérifié l'adresse de l'expéditeur. Ce n'était pas juste un vignoble. C'était le même que mon entreprise avait repéré pour une potentielle retraite de clients. Je n'en avais parlé à personne. Coïncidence ? Peut-être. Mais plus tard dans la journée, en ouvrant ma boîte de réception, j'ai trouvé un email transféré. Un de mes fournisseurs avait été contacté par quelqu'un prétendant me représenter, demandant des comparaisons de prix et des détails sur les coulisses de notre processus de planification d'événements. Le nom sur l'email, Bastien Klein. Pas de titre, pas d'explication, juste un nom. La vendeuse n'avait pas répondu. Elle trouvait ça étrange et voulait s'assurer que ce n'était pas moi. Et d'un coup, j'ai su que ce n'était pas une question de réconciliation. Ce n'était pas une question de paix. C'était une question de contrôle. Bastien essayait de pêcher des informations, de saboter, ou peut-être juste de voir jusqu'où il pouvait pousser avant que je ne riposte. Mais il avait fait une erreur. Il m'avait invité dans son monde. Et pour la première fois, je n'entrais pas en tant qu'outsider. J'entrais en tant que l'homme qui avait bâti un empire pendant qu'il ne regardait pas. Mais je n'ai pas répondu à l'invitation. Pas encore. Parce que le prochain coup devait être prudent, calculé, propre. Bastien me voulait dans son histoire. Il n'avait aucune idée que j'étais en train d'écrire la mienne. L'invitation est restée sur mon bureau pendant une semaine entière avant que je n'y touche à nouveau. Je l'avais laissée là exprès, juste à côté du croquis du prototype de ma nouvelle start-up. D'un côté, un carton épais et brillant, me mettant au défi de retourner dans le même cercle qui s'était moqué de mon ambition pendant des années, prétendant maintenant que c'était de l'histoire ancienne. Il n'y avait pas de pont, juste des débris. Et Bastien agissait comme s'il n'avait pas passé les derniers mois à allumer des allumettes dans mon dos. Mais je n'étais plus en colère. Pas de cette manière sauvage et brûlante qui vous donne envie de frapper un mur ou de crier dans votre volant. Non, c'était plus froid, plus concentré, comme une lentille qui se met au point. Bastien venait de me donner quelque chose dont il ne réalisait pas la valeur, une ouverture. Et si je jouais bien mes cartes, je n'allais pas seulement obtenir une conclusion. J'allais réécrire le scénario familial. Maman était hésitante, bien sûr. Quand j'ai mentionné nonchalamment que je pourrais me présenter à la fête de fiançailles, elle a posé sa tasse de thé à mi-chemin et a dit « Pourquoi voudrais-tu retourner dans ce cirque ?»« Je n'y retourne pas, ai-je dit. J'y entre. » Elle a plissé les yeux. « Et pour y faire quoi, exactement ?»« Observer, ai-je dit. Écouter. Recueillir des données. » Elle m'a lancé ce regard qu'elle me faisait quand j'essayais de la convaincre que je ne prenais pas de collation en douce après l'heure du coucher, mais elle n'a pas insisté. Elle me connaissait assez bien pour savoir quand quelque chose se préparait. Et quelque chose se préparait. Vous voyez, Bastien m'avait toujours sous-estimé. C'était son erreur fatale. Il pensait que j'étais un codeur débrouillard qui avait eu de la chance. Il ne connaissait pas la version de moi qui avait passé des années à négocier des contrats avec des entreprises multimillionnaires, à gérer des audits préalables avec des requins en costume, ou à faire des journées de 18 heures pour corriger une faille critique avant un déploiement mondial. Il n'avait jamais vu cette facette de moi parce que je ne l'avais jamais laissé la voir. Jusqu'à maintenant. La première chose que j'ai faite a été de faire des recherches sur le lieu. Le vignoble était haut de gamme, sans aucun doute, mais pas un domaine de célébrité intouchable. C'était une marque de prestige se faisant passer pour exclusive, mais elle avait des failles. Je connaissais la responsable événementielle par un vieil ami d'université, quelqu'un que j'avais aidé à créer un système de points de vente pour son restaurant des années auparavant, à l'époque où je prenais des missions en freelance juste pour payer le loyer. Un appel téléphonique plus tard, j'avais accès à la liste des invités, au plan, au programme du traiteur et, plus important encore, à l'installation audiovisuelle.
Je lui ai dit que je repérais l'endroit pour une retraite tech et lui ai demandé si elle avait des protocoles de sécurité en place pour les lancements d'entreprises privées. Elle m'a envoyé une brochure complète. Bastien n'en avait aucune idée. Puis est venue la phase 2, réécrire le récit. Je savais que dans l'esprit de Bastien, j'étais toujours l'étranger, le cousin de la tech qui avait eu de la chance et avait surréagi à Noël. Ce qui signifiait que sa version de l'histoire, celle qu'il avait probablement servie à la famille autour d'un verre de vin et de fromage, le présentait comme l'hôte gracieuse essayant de faire la paix. Je devais inverser cela, mais pas en le confrontant. Non, cela ne ferait qu'alimenter sa dépendance au drame. Au lieu de cela, j'ai commencé à apparaître de petites manières là où il s'y attendait le moins. Une table ronde sur l'entrepreneuriat numérique lors d'un événement d'anciens élèves d'université, où il était prévu qu'il assiste, pas qu'il parle. Je me suis fait inviter à la dernière minute, j'ai donné une conférence, je ne lui ai pas dit un mot, j'ai juste laissé mon nom résonner dans la salle pendant que les gens prenaient des selfies et demandaient des conseils. Une tribune que j'ai publiée dans un grand médiathèque sur le succès discret et la valeur de construire sans validation. Un clin d'œil subtil aux dynamiques familiales, au favoritisme et à la résilience. C'est devenu semi-viral. Quelques-uns de mes parents éloignés l'ont même partagé sur Facebook avec des commentaires comme « Si fier de notre Romain », ignorant manifestement le sous-texte voilé. Puis est venu le podcast Tech. Un créateur en vogue m'a demandé de faire une analyse approfondie sur le passage de 0 à plusieurs millions en autofinancement. J'ai accepté. J'ai raconté mon histoire, sans citer de nom, mais en parsemant chaque anecdote de suffisamment de détails pour que quiconque connaissant la famille reconnaisse de qui je parlais. Avez-vous déjà été invité à un dîner où tout le monde mange du steak plaqué or et où vous avez apporté des lasagnes dans un Tupperware, ai-je plaisanté à un moment donné. Ouais, c'est là que j'ai su que je devais construire ma propre table. Le clip a fait le buzz. Bastien n'a pas pris contact, mais je savais qu'il l'avait vu. Il était trop vaniteux pour ne pas regarder. À une semaine de la fête, les pièces se mettaient en place. Mon équipe juridique avait finalisé les papiers de ma nouvelle start-up. La plateforme de mentorat, nom de code, Étoile Polaire, était prête pour un lancement discret. Nous avions intégré 50 utilisateurs issus de communautés défavorisées avec un accès gratuit à des outils qui coûtaient des centaines d'euros ailleurs. Je n'avais pas besoin d'en tirer profit. Elle était conçue pour l'impact, et c'était personnel, car au fond de moi, j'avais toujours voulu créer ce que je n'avais jamais eu, un chemin pour les enfants qui n'étaient pas nés avec le pack de démarrage Bastien. Mais le véritable coup de maître est venu lorsque j'ai fait appel à mon vieil ami Milo. Milo avait été mon premier vrai partenaire commercial à l'époque où je comprenais à peine comment fonctionnaient les factures. Il était bruyant, charismatique, et dirigeait maintenant une agence de relations publiques de premier plan. Il me devait une faveur depuis longtemps. Quelque chose à voir avec l'avoir aidé à se sortir d'un sponsoring crypto désastreux. Tout ce dont tu as besoin, m'a-t-il dit au téléphone. Tu veux que je débarque à la fête déguisé en magicien? Que je simule un scandale? Rien d'aussi désordonné, ai-je ri. J'ai juste besoin d'un coup de projecteur. Je lui ai donné les détails, la date, l'heure, la liste des invités, et un nom très spécifique. Le patron de Bastien. Il s'est avéré que Bastien n'était pas aussi entrepreneur qu'il aimait le prétendre. Il avait enjolivé son poste actuel pour le rendre plus impressionnant qu'il ne l'était. Consultant stratégique, quoi que cela signifie. Mais selon l'équipe de recherche de Milo, il s'accrochait à un poste dans une entreprise de taille moyenne essayant de percer dans l'IA. Et le PDG de cette entreprise, Milo avait travaillé avec lui sur le lancement raté d'une application un an auparavant. Amène-le comme ton plus un, ai-je dit. C'est fait, a dit Milo. Tu es sûr de vouloir faire ça? J'en suis sûr. Ce vendredi-là, j'ai eu la confirmation finale que j'attendais. Le vignoble était prêt. L'équipe de Bastien avait demandé du matériel audiovisuel supplémentaire pour une présentation. Je savais ce que cela signifiait. Un diaporama, probablement des photos de lui et d'Aline l'air parfait. Peut-être un toast, peut-être une vantardise sur sa carrière. Une chance d'impressionner. Et une chance de détourner. Mais pas avec le chaos. Avec la clarté. J'avais un dernier appel à passer. Et mec, ai-je dit en composant le numéro d'un ancien contact de mon accélérateur. Tu as toujours accès à ces mini-projecteurs portables? Le genre discret. Bien sûr, a-t-il répondu. Tu as un événement?
Quelque chose comme ça. Le samedi est arrivé comme un lent roulement de tambour. Je portais un costume anthracite sur mesure. Propre, minimaliste, net. Pas de montre tape à accent grave l'œil. Pas de marque de créateur criant pour attirer l'attention. Juste de la confiance. Le genre qui n'a pas besoin de permission pour entrer dans une pièce. Quand je suis arrivé, le lieu bourdonnait. Les flûtes de champagne tintaient sous des lustres dorés suspendus entre les treillages de la vigne. Les invités déambulaient dans une élégance décontractée et soignée, riant tous un peu trop fort et s'étreignant comme s'ils venaient de conclure des affaires à plusieurs millions de dollars. Bastien était au centre de tout, bien sûr. Bronzé, souriant, le bras drapé autour d'Aline comme un trophée humain. Il m'a repéré en quelques secondes. Son visage a tressailli, mais seulement un instant. Puis il s'est approché en souriant. « Romain, dit-il, la voix juste assez forte pour que le groupe le plus proche entende. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je suis juste là pour célébrer, ai-je dit, en adoptant son ton. J'apprécie, a-t-il répondu en se penchant. Je suppose que tu as enfin compris comment porter de vrais costumes, hein. J'ai souri. Je suppose que tu as enfin compris comment inviter les gens. Il a tressailli, à peine, puis s'est éloigné. Pendant l'heure qui a suivi, je me suis mêlé aux autres, poli, distant, observant, attendant. À 20h20, les lumières se sont tamisées. Bastien a pris le micro. Merci à tous d'être ici, a-t-il dit. Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'amour. Il s'agit d'héritage. J'ai failli m'étouffer avec mon verre. Il a continué sur le travail acharné, la vision, le sacrifice. Sur le fait que construire quelque chose de réel demande du courage, sur le fait que lui et Aline prévoyaient une nouvelle entreprise dans la tech immobilière, de toutes les choses et qu'ils étaient toujours à la recherche de partenaires stratégiques. Puis est venu le diaporama. Photos, logos, termes fantaisistes qui ne voulaient rien dire. Une diapositive montrait même une maquette d'une plateforme qui ressemblait étrangement à Étoile Polaire. Je l'ai regardé et j'ai su qu'il l'avait volé, ou essayé. Le code était différent, la marque était décalée, mais le flux, la mise en page, le but. C'était le mien. Le fournisseur que j'avais surpris à fouiner des semaines auparavant avait dû laisser fuiter suffisamment d'informations pour que Bastien puisse simuler un pitch deck. J'aurais dû être furieux, mais au lieu de cela, je me sentais calme. Parce que ça. C'était parfait. Il était sur le point de voler trop près du soleil, et je tenais les allumettes. La salle est redevenue sombre alors que Bastien passait à la diapositive finale, une maquette spectaculaire de sa nouvelle plateforme. Un logo est apparu à l'écran, un design maladroit et à moitié fini qui semblait avoir été bricolé par quelqu'un qui pensait que Canva faisait de vous un designer. Le slogan en dessous disait « Donnez le pouvoir aux jeunes visionnaires, libérez le potentiel ». L'avenir, c'est maintenant. J'ai failli rire. Pas à cause du message, mais parce que la mise en page, la structure, tout était pompé d'un pitch deck interne d'Étoile Polaire que j'avais partagé avec exactement 3 personnes dans un dossier protégé par mot de passe. Donc, ça confirmait. Bastien ne se contentait plus de se pavaner. Il volait. Et maintenant, il le faisait sur un écran de projection devant 100 invités dans un vignoble rempli d'influenceurs locaux, d'investisseurs tech, et d'un PDG qui pensait déjà que Bastien était un imposteur. Le même PDG qui, à ce moment précis, se tenait au fond de la salle avec Milo, chuchotant quelque chose et secouant lentement la tête. Bastien parlait encore. J'ai toujours cru qu'il fallait diriger avec une vision, avec un but. Et quand Aline et moi nous sommes assis pour esquisser cette idée, nous savions que nous tenions quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait changer le monde. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai cliqué sur le bouton de la télécommande que j'avais synchronisé avec le projecteur secondaire du lieu, celui que mon contact avait discrètement connecté plus tôt dans la journée derrière l'écran principal. L'écran derrière Bastien est soudainement devenu noir. Il s'est arrêté, confus. Puis une nouvelle diapositive est apparue. Fond blanc pur, une phrase en police noire et grasse. Voici à quoi ressemble une vraie vision. Des exclamations, des murmures, quelques rires. Bastien s'est retourné. C'est quoi, ce? Avant qu'il ne puisse finir, l'écran a de nouveau changé. Diapositive 1, une chaîne de mails horodatée de ma boîte de réception avec pour objet, accès prototype Étoile Polaire, confidentiel.
Diapositive 2, le design original du tableau de bord d'étoiles polaires côte à côte avec celui que Bastien venait de montrer. Diapositive 3, un paragraphe surligné d'un accord de non-divulgation avec le fournisseur qui avait divulgué les informations, signé par un certain C.E. Danner, le colocataire de Bastien à l'université. Diapositive 4, une liste d'adresses IP connues qui avaient accédé à notre portail de développement sans autorisation. L'une d'elles correspondait au réseau Wi-Fi nommé Bastien Maison 5G. Et puis, diapositive 5, un clip vidéo de moi, pris seulement 2 semaines plus tôt lors d'une session d'intégration précoce d'étoiles polaires. Dans le clip, je dis, nous ne construisons pas seulement des outils. Nous construisons des échelles pour les jeunes à qui on a dit qu'ils n'avaient pas le droit de grimper. Silence. Un vrai silence retentissant. Bastien était figé, la bouche légèrement ouverte, les yeux écarquillés, tenant toujours le micro comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Puis Milo s'est avancé, fort, confiant, charismatique. « Mesdames et messieurs », a-t-il dit en souriant. « Désolé pour la présentation surprise, mais nous avons pensé que vous méritiez de voir le véritable avenir. » Il m'a désigné du geste. Voici Romain Klein, fondateur et PDG d'Étoiles Polaires. Sa plateforme aide déjà de jeunes entrepreneurs sur 3 continents. Pas de faux pitch deck, pas de design volé. Juste de l'impact. Un impact réel et mesurable. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. J'ai juste croisé le regard de Bastien à travers la pièce. Il a essayé de parler. Attendez, ce n'est pas, mais personne n'écoutait, car maintenant les gens chuchotaient, montraient du doigt, sortaient leur téléphone. Puis est venue la voix qui a tout scellé. Le patron de Bastien. Il s'est avancé lentement, tenant un verre de vin rouge comme s'il s'apprêtait à porter un toast. J'avais mes doutes, a-t-il dit, la voix douce mais ferme. Mais ça, c'est autre chose. Bastien s'est tourné vers lui, suppliant. Monsieur, je ne savais pas. Quelqu'un a dû envoyer ce pitch deck. Je pensais que c'était une référence. Le PDG a levé la main. Ne fais pas ça. Il s'est tourné vers Milo. Puis-je vous parler, ainsi qu'à Monsieur Klein, à l'extérieur? Milo a fait un clin d'œil. Bien sûr. Alors que nous passions tous les 3 devant Bastien, je me suis arrêté. Au fait, ai-je dit doucement, en me penchant pour que lui seul puisse entendre. Tu devrais probablement arrêter d'utiliser le Wi-Fi public pour voler du code. Il m'a regardé, abasourdi. Je n'ai pas attendu de réponse. Dehors, sous les lumières du vignoble, l'air sentait le raisin et le gazole. Le PDG m'a serré la main. Sacré coup, là-dedans. J'ai haussé les épaules. Juste fatigué d'être poli. Je respecte ça. Il a sorti une carte de visite. Si jamais vous cherchez des partenaires pour une acquisition, des vrais, appelez-moi. J'ai hoché la tête. J'y réfléchirai. Milo a gloussé. Ça s'est mieux passé que prévu. Je n'ai pas fini, ai-je dit, car les vraies retombées n'avaient même pas encore commencé. Le lendemain matin, la vidéo de l'incident du vignoble circulait sur les stories Instagram et sur Twitter. Quelqu'un avait filmé le moment où l'écran avait changé. Un autre avait zoomé sur le visage de Bastien lorsque la diapositive sur l'adresse IP était apparue. Un blog tech a repris l'histoire à midi. Le dimanche, le profil LinkedIn de Bastien était désactivé. Le lundi, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix était prudente. « Romain, avais-tu vraiment besoin d'aller aussi loin ?» J'ai pris une inspiration. Peut-être pas. Mais il n'allait pas s'arrêter, maman. Pas avant d'avoir détruit quelque chose que j'ai construit. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis elle a dit, tu ne l'as pas détruit. Il l'a fait lui-même. Et elle avait raison. Bastien n'a pas seulement perdu un travail ou une réputation. Il a perdu la seule chose sur laquelle il avait bâti son identité, l'illusion du succès, le personnage soigné, la performance constante. Et sans cela, il n'était qu'un type en costume sans rien à dire. 3 semaines plus tard, j'ai lancé officiellement Étoiles Polaires. La presse en a parlé. Des investisseurs m'ont contacté. J'en ai refusé la plupart. Je voulais que ça reste propre. Je voulais que ça reste à moi.
Maman est venue au lancement. Elle portait son plus beau manteau. Elle a pleuré en voyant le premier cercle de mentorat se former autour d'un groupe d'adolescents issus d'écoles de quartiers défavorisés. « C'est donc ce que tu faisais toutes ces nuits ?» a-t-elle demandé en essuyant ses larmes. « Oui, ai-je dit. C'est ce que je construisais pendant qu'il ne regardait pas. Je n'ai jamais revu Bastien après la fête, mais j'ai entendu dire qu'il avait essayé de postuler pour un poste dans un accélérateur de start-up à quelques villes de là. Il ne l'a pas eu. Apparemment, l'un des recruteurs était au vignoble ce soir-là. Le monde est petit. C'est drôle comme ça marche. On grandit en pensant que la meilleure vengeance est de leur prouver qu'ils ont tort, mais ce n'est pas le cas. La meilleure vengeance, c'est de se prouver à soi-même qu'on a raison, et de les laisser s'étouffer dans le silence qui s'ensuit. Parce que je n'ai pas seulement bâti une entreprise, j'ai bâti un héritage. Un qu'ils ne pourront jamais copier.